rebonjour et bienvenue à tous. Merci de participer à ce deuxième Insight Cocoworker sur la culture du feedback, qui est un sujet qui nous tient vraiment à cœur, puisque on vient souvent nous voir à ce sujet-là, en nous demandant finalement comment on fait pour développer et diffuser une culture du feedback. Et donc, on est ravis de pouvoir explorer cette thématique avec Thierry Paulmier, qui est notre expert en intelligence émotionnelle. Bonjour à tous. Je vais juste refaire un petit topo sur qui nous sommes, parce que c'est important de repréciser pour les personnes qui nous rejoignent et qui ne nous connaissent peut-être pas. Alors, je vais autoriser les personnes qui arrivent. Bienvenue à tous. Hop. Donc, on a de nouvelles personnes qui nous rejoignent. Bienvenue. Alors, donc, Cocoworker, juste pour rappel, pourquoi on s'appelle ainsi. Donc, chez Cocoworker, on aide les entreprises à développer une culture de la collaboration, de la confiance et de la convivialité entre collègues. Ça fait beaucoup de co et c'est ce qui nous a inspiré le nom Cocoworker. Donc, Cocoworker, on existe parce qu'au travail, il existe deux dimensions. Donc, une dimension opérationnelle, le faire ensemble, et une dimension relationnelle qui est le vivre ensemble. Il s'avère que pour réussir nos projets et nos objectifs, on a besoin de bien s'entendre avec nos collègues, d'être en confiance, et que c'est notamment la qualité de nos relations au travail qui détermine en fait notre motivation, notre performance et notre bien-être. Et donc, c'est absolument clé finalement de pouvoir développer ces compétences et les améliorer tout simplement pour entretenir de bonnes relations avec notre entourage professionnel et être en capacité du coup d'être plus performant et de se sentir mieux au travail. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on propose une solution qui combine d'une part un accompagnement pédagogique continu, avec notamment les inputs de Thierry sur ce sujet-là, pour être en capacité de monter en compétences émotionnelles, à savoir mieux identifier, gérer ses émotions, et être capable en face d'identifier et influencer les émotions de ses collègues, de son entourage professionnel, pour justement entretenir de meilleures relations au travail. Et bien entendu, ça va forcément avoir un impact sur notre vie perso aussi, donc c'est l'intérêt. Donc, une brique formation continue pour comprendre ces émotions-là et les gérer, donc développer ses compétences émotionnelles. Et d'un autre côté, une mise en pratique via l'application, puisqu'on propose en fait de pratiquer davantage 3 émotions positives qui permettent de créer de l'attachement entre les personnes, que sont l'admiration, la gratitude et la compassion. Et ensuite, c'est cette manière-là en fait qu'on va proposer à tous les collaborateurs et les managers de s'envoyer régulièrement des paroles valorisantes qui vont leur permettre de développer leur empathie, leur attention envers les autres de façon positive et de cultiver ces émotions qui vont contribuer à améliorer nos relations au travail. On est bien entendu disposé à en parler davantage après cette session. Je vais enchaîner directement sur la thématique, puisque c'est aussi ce qui vous a amené à rejoindre cet Insight Cocoworker. Donc maintenant, on va dire avec une baguette magique, s'il te plaît Thierry, explique-moi comment faire pour développer une culture du feedback. Bon, alors là, c'est une question très générale. Alors, la difficulté qu'on rencontre déjà, c'est qu'on utilise un terme anglais, feedback, et ça pose le même problème que pour celui de leadership ou même de management pour certains. C'est-à-dire qu'on n'a pas une définition très claire des choses, et donc c'est déjà une source de confusion, d'ambiguïté, etc. Parce qu'un feedback, voilà, c'est pas un terme qu'on utilise communément en général dans la vie de tous les jours, et donc on peut y mettre beaucoup de choses dans un feedback. Un feedback, ça peut être un compliment, ça peut être un remerciement. En français, on parle de quoi? On parle de rétroaction, c'est ça? Oui, rétroaction, un retour. Voilà, on va te donner un retour ou une rétroaction. Il y a des feedbacks, des boucles de rétroaction dans les systèmes. Donc voilà, c'est un terme déjà. Déjà le mot en soi, c'est pas génial. Déjà, le mot, c'est pas génial. On ne sait pas trop ce qu'on met derrière. Et effectivement, on pourrait le décomposer en plusieurs formes de retour. Donc, des compliments, des encouragements, des remerciements, des critiques, des jugements. Voilà. Enfin, vous voyez, on peut déjà éclater le terme de feedback et lui donner beaucoup de plus de précision, et du coup aussi donc des qualités différentes et notamment en termes d'impact émotionnel. Voilà, un jugement, une critique, c'est pas la même chose qu'un compliment, un encouragement, une consolation, un remerciement. Donc vous voyez, déjà on a tout un spectre assez large que l'on peut ranger dans la catégorie feedback ou culture de feedback. Et tu précisais d'ailleurs, on a 4 types de feedback, c'est ça? Alors oui, alors on peut voir, alors le feedback du coup, s'il y a un retour qu'on peut donner à quelqu'un, il peut être positif. Donc c'est-à-dire on va évidemment complimenter, féliciter, louer,
faire l'éloge de quelqu'un. Évidemment, ça, c'est des feedbacks, je dirais, le feedback que l'on attend tous. Et quand on demande un feedback, c'est sur ce mode-là qu'on attend. C'est-à-dire on a une attente plus sur une valorisation que sur évidemment une dévalorisation. Après, il y a le feedback ou le retour, on pourrait dire constructif, qui va être celui où on va essayer de sauver tout ce qui peut être sauvable par rapport à une performance ou une réalisation ou un résultat qui n'est pas totalement satisfaisant et où il y a nécessité d'une marge, il y a une marge de progression, on va dire. Donc là, évidemment, le retour constructif va être d'abord va valoriser tout ce qui est positif, donc c'est-à-dire les progrès. C'est très important de parler des progrès, des efforts, et malgré tout des points positifs, des réalisations, des succès, et puis qui va essayer je dirais, d'insister sur les marges de progression, sur le potentiel que la personne conserve et auquel on croit, évidemment. Donc, c'est-à-dire qu'on croit que cette personne peut mieux faire, qu'elle peut idéalement, je dirais, donner justement des pistes d'amélioration. Donc, c'est être dans une forme de mentor et de pouvoir aider la personne à progresser et lui dire comment elle peut progresser, lui suggérer des pistes d'amélioration, donc sous un mode évidemment de la bienveillance. Donc là, on est dans de la construction. Ça, c'est un retour constructif. Mais qui a donc d'abord beaucoup mis l'accent sur tout le positif, tout ce qui pouvait être sauvé. Donc, encore une fois, les progrès, les efforts, les points positifs, et qui, en plus, et qui valorise aussi le potentiel et qui réitère la confiance dans la capacité de la personne à atteindre ce qu'on estime qu'elle doit atteindre. Après, il y a le retour négatif. Et le retour négatif, c'est de dire, c'est un jugement sur le travail réalisé. Et puis, il y a un quatrième, c'est le retour, je dirais, destructif, qui est sur un retour négatif sur la personne elle-même. C'est-à-dire que, donc pour dire, donc un retour négatif, ce serait, le travail n'est pas bon. Un retour destructif, ce serait, tu n'es pas bon. Et donc là, on porte atteinte à la personne elle-même, on la met en accusation, on remet en question. Et donc, on va saper sa confiance en elle-même, on va saper aussi la relation, parce qu'évidemment, quand on fait des attaques ad hominem, c'est-à-dire sur la personne, ça va peut-être créer de la rancœur, ça va créer de l'amertume, ça va détériorer la relation. Donc, évidemment, le retour destructif, je dirais, est à proscrire. Alors, un retour négatif n'est pas forcément à exclure, mais il va falloir, du coup, là, l'accompagner d'autres retours qui vont être positifs. Il va falloir enrober, je dirais, le retour négatif, à supposer qu'il y a un retour négatif à donner, sachant que les retours positifs aident autant, si ce n'est plus, à progresser qu'un retour négatif. Ça, c'est l'idée que le retour négatif serait la panacée pour dire à quelqu'un qu'il faut qu'il s'améliore. On peut inciter quelqu'un à s'améliorer en lui faisant des retours positifs et constructifs, et même que du retour positif, parce qu'il a envie justement de s'améliorer, puisqu'on lui a dit que le travail qu'il réalisait était bien ou qu'il avait des qualités. Et quand on valorise nos qualités, on a aussi d'en avoir d'autres, où on a envie d'améliorer aussi ses qualités. Il y a Marianne qui réagit en disant que pour elle, les deux derniers retours évoqués, à savoir le feedback négatif et constructif, ne rentrent pas dans la catégorie feedback qui est fait pour nourrir en retour. Qu'est-ce que tu en penses ? Je ne sais pas pourquoi elle dit que ça ne rentre pas dans la catégorie. Alors, je ne sais pas quelle définition elle met. Parce que la catégorie feedback n'a pas une définition, à mon avis, très, très, très fixe. Je ne sais pas. Pourquoi c'est vrai, quand on dit feedback is a gift, c'est le fait que le feedback me permet de grandir, de progresser parce qu'il y a des axes constructifs. Après, c'est aussi. Oui, alors déjà, la question, c'est aussi, là, on va rentrer aussi dans la notion de subjectivité, c'est comment moi je vais le percevoir, ton feedback. Parce que toi, effectivement, tu as l'intention de faire un feedback is a gift, non, mais je te fais ce retour, c'est pour ton bien. Mais il y a aussi la manière dont moi je vais le percevoir. Et ça va déterminer, ça va être aussi, en fait, c'est le plus important, c'est comment moi parce que moi je ne vais pas le forcément percevoir comme un gift. Alors attention, on va arriver sur le plan des émotions. Oui, c'est ça, c'est comment, c'est aussi, tout est dans la forme, la formulation du feedback, qui peut être délicate, qui peut être diplomatique et douce,
ou qui peut être rugueuse. Alors, à son insu, parfois, on peut être maladroit. Hein. Donc, il y a ça aussi, il y a cette dimension-là de subjectivité qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il faut il faut mesurer ce qu'une personne est capable d'entendre et comment elle est capable de l'entendre. Donc, ça nécessite quand même de faire un peu plus de psychologie. Je sais qu'il y a des personnes, voilà, cette personne a plus ou moins confiance en elle-même, elle est plus ou moins, je dirais, susceptible. Enfin voilà, il faut quand même. Déjà, c'est hyper intéressant parce que là, nous, on part du principe qu'on peut développer une culture du feedback un peu partout. Et là, ce que tu es en train de nous dire, c'est que déjà, il va falloir s'adapter à la sensibilité de chacun. Oui, bien sûr. Donc, c'est tout bête, mais c'est hyper intéressant à prendre en compte parce que je pense que c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude d'entendre. Et moi, si on avait choisi ce sujet-là, c'est aussi parce qu'on a le sentiment que parfois, ok, j'ai identifié que, j'ai envie que chaque collaborateur en fait ait l'initiative de progresser sans arrêt et du coup puisse le faire en demandant régulièrement des feedbacks auprès de ses collaborateurs. Et je cherche à développer cette habitude-là. Et généralement, pour développer cette habitude-là, on a deux types de réponses. Soit c'est en mettant un outil qui permet de faire du feedback, donc, qui demande à chacun d'envoyer et de recevoir des feedbacks d'amélioration, donc comment moi je peux m'améliorer, etc. Ou la deuxième idée, c'est que généralement on fait des formations au feedback. Mais on se rend compte que ça ne marche pas. Généralement, nous, ils viennent nous voir en disant bah, voilà, on a fait ça. En revanche, créer une habitude, on ne parvient pas à cela. Et je trouve ça intéressant de remettre en question déjà le postulat de départ. Il est possible de créer une culture de feedback puisqu'on n'a pas finalement les mêmes émotions, la même sensibilité à ce sujet-là. Oui, alors déjà, on n'a pas la même sensibilité, donc il va falloir, et comme dans toute communication interpersonnelle, j'ajuste mon ton, ma voix, mes attitudes et mon langage à chacune des personnes à qui je m'adresse, et en fonction notamment de tous les signaux que je reçois. Si je vois que je suis en train de te dire quelque chose et que je vois que c'est en train de t'offusquer, je vais tout de suite me réajuster. Je vais me rendre compte, oh là là, elle est en train de le prendre mal, mais non, c'est pas ce que je voulais dire, je voulais pas te critiquer. Donc il va falloir, donc il y a tout cet ajustement qui se fait en général en temps réel dans une relation, qu'il va falloir dans un feedback anticiper, prévenir. Donc il va falloir bien mesurer, parce qu'il y a le moment, il y a aussi dans le feedback, il y a la fréquence des feedbacks, il y a aussi l'opportunité du feedback, à quel moment tu peux entendre ce que je vais te dire. C'est pour ça que je pense que le feedback, pour moi, le feedback, c'est le retour, il a bien cette palette, parce que bien souvent, malheureusement, en plus, en entreprise, on se donne plus des feedbacks négatifs que des feedbacks positifs. C'est-à-dire qu'on a plutôt tendance à pointer les insuffisances, les manquements, les erreurs, etc., que de complimenter ou de valoriser. On est plus avare de dire que les trains arrivent à l'heure que, que le train n'arrive pas à l'heure. Évidemment, le train n'est pas arrivé à l'heure. Quand le train arrive à l'heure, c'est normal puisque tu dois faire ton boulot et tu le fais bien, mais c'est normal. Donc, on a plutôt tendance à être avare en compliments et en retour positif et plutôt à pointer toujours ce qui ne va pas et à voir plutôt le verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein. Donc, ce qui fait qu'on reçoit plus, en général, des retours au quotidien, des messages qui remettent en question une partie du travail ou qui demandent des corrections, qui demandent des améliorations. On reçoit beaucoup plus ce genre d'informations. On a des choses à refaire, à retravailler et qui nous remettent en question en partie que des louanges, des éloges, des compliments. Mais parce que, et c'est exactement ce qu'on nous dit parfois aussi, parce que forcément chez Coworker, on promeut le feedback positif, mais on a également le sentiment que le feedback d'amélioration, de construction, c'est le seul qui nous permet d'être plus performant. Non, en fait, le feedback positif permet aussi d'être performant, si ce n'est plus. En plus, on en parlait encore tout à l'heure, il y a l'ouvrage, le fameux ouvrage. Sur le feedback, il y a l'ouvrage de Dale Carnegie qui reste quand même une référence à lire, hein, comment se faire des amis et influencer les autres. Vraiment, j'invite à ceux qui soit ne le connaissent pas, soit ne l'ont pas lu. Moi, il m'a fallu longtemps avant de me mettre à le lire parce que le titre me paraissait saugrenu. Et en fait, il y a énormément de principes qui sont de base sur le feedback et sur la critique que l'on peut formuler. Parce que même un feedback positif, constructif, va être vu comme une critique, parce qu'il y a une critique en creux. C'est-à-dire, c'est pour ça que sur la plateforme Coworker, on évite même les feedbacks constructifs, parce que dans un feedback constructif, en creux, il y a bien un manque, un déficit, une insuffisance qui est signalée. Même si elle est signalée sur un plan
d'amélioration, c'est bien si tu me demandes de m'améliorer, c'est que mon anglais, par exemple, si tu me dis, bah, il faudrait que tu prennes des cours, ton anglais, ça, bah, ça veut quand même dire qu'en ce moment, je ne suis pas encore au bon niveau. Et du coup, ça peut créer déjà des émotions négatives, de honte, de culpabilité, de peur, voire d'indignation si j'ai l'impression que l'évaluation n'est pas suffisamment juste. Donc, de toute façon, même un feedback constructif crée un petit froissement, n'est-ce pas, une micro-vexation, ça touche à notre amour-propre. Donc déjà, on crée je dirais une expérience qui peut être une expérience où je perds un peu la face. Parce que là aussi, c'est ça toute la question, c'est de mettre toute la perspective du feedback dans ménager la susceptibilité, ménager l'amour-propre, ne pas faire perdre la face à la personne, ne pas lui créer une expérience de honte, de culpabilité, de peur, d'indignation ou d'envie, parce qu'il se rend compte qu'effectivement, voilà, on critique ce qu'il fait, mais on ne critique pas ce que font les autres. Voilà. Donc, c'est essayer de minimiser au maximum l'impact négatif émotionnel. Ça, c'est ça notre souci à nous, c'est de ne créer que des émotions positives, parce que ces émotions positives sont des leviers de changement. C'est-à-dire que quand on valorise ce que je fais, on me donne confiance en moi et on me donne envie de faire mieux. Et ce n'est pas forcément en pointant mes insuffisances ou en pointant mes incompétences ou mes imperfections que je vais avoir forcément envie de me développer. En tout cas, ça va passer déjà par un petit froissement. Et voilà, c'est ça, c'est essayer de ménager la susceptibilité, c'est essayer de contrôler l'impact émotionnel des paroles que l'on émet vis-à-vis des autres, pour qu'il n'y ait pas après des malentendus. Parce que le feedback est une source de malentendus. Moi, je peux avoir eu l'impression d'être très bien intentionné dans mon feedback, d'avoir été même bienveillant, mais il n'est pas dit qu'il n'ait pas été perçu comme une forme d'abaissement, une vexation, une humiliation. Voilà, tout ce malentendu, il peut germer à l'occasion de chaque feedback. Et c'est ça qu'il va falloir contrôler, parce que c'est les relations qui vont peut-être être compromises. Oui, pour le coup, en plus, du coup, un outil sur le feedback d'amélioration, c'est encore plus difficile par rapport à la malinterprétation. Bah oui, parce qu'il va falloir être délicat. Il va falloir. Alors, bah voilà, il y a tout un tas de principes pour faire du feedback constructif. Alors, d'abord, évidemment, c'est de commencer justement par un feedback positif. C'est-à-dire qu'on peut, c'est de commencer par la louange avant le blâme, ou avant la remontrance, ou avant le moins bien. Il va falloir commencer par le bien, parce qu'on est toujours mieux porté à recevoir une critique quand on a d'abord été complimenté, on a d'abord été loué pour une certaine forme de travail, et puis repartir sur le mode de la louange après, donc peut-être les mettre en sandwich, une parole un peu qui va être perçue comme négative, donc il y a ça. Après, on peut aussi soi-même, avant de faire un feedback qui peut avoir une connotation justement en creux de critique, de jugement ou de mise en cause ou de mise en accusation, de soi-même se critiquer soi-même. C'est-à-dire, voilà, c'est une forme d'abaissement. Mais moi, je faisais ça avant, ou quand j'étais plus jeune, je faisais aussi ce genre d'erreur. Il m'est arrivé de faire ce genre d'erreur. C'est une bonne manière d'avancer une critique ou un jugement négatif, c'est de se la mettre à soi, de s'adresser à soi. Et donc, la personne se sent beaucoup plus, comment dirais-je, ouverte à recevoir une critique quand la personne qui me l'émet se l'est d'abord lui-même appliqué. C'est que, oui, moi je faisais ça. Alors évidemment, dans le management, quand il y a des différences d'âge, c'est assez facile de dire. Et surtout qu'en plus, bien souvent, évidemment, il faut que ce soit authentique, il ne faut pas que ce soit de la manipulation. Hein, mais bien souvent, les erreurs que commettent des gens plus jeunes, on les a commises soi-même, où on a connu ces insuffisances. Et donc, on peut facilement s'associer à cette critique, ou quand bien même cet axe de progression. Ou quand bien même aujourd'hui même, moi aussi, il m'arrive peut-être qu'un membre de notre équipe n'est pas forcément toujours très diplomate, et donc on veut un peu essayer de lui faire un feedback là-dessus, et pour un peu essayer de recadrer, soi-même se l'attribuer, se dit moi aussi, mais parfois je suis un peu donc je sais ce que c'est, je suis parfois un peu maladroit, un peu rustre, et donc ça permet de mieux accepter la critique quand on a l'impression que la personne n'est pas en position haute et en jugement en disant moi je suis parfait et je t'explique la vie, mais ça descend à mon niveau et me dit moi aussi ça m'arrive de faire ce genre de choses.
Et c'est pour ça que je comprends que tu puisses le faire, mais on a, toi comme moi, à progresser là-dessus. Et donc, c'est quand même un peu plus facile de recevoir. Justement, il y a Cyril qui demande, est-ce que le feedback doit être un feedback émotionnel? Alors, justement, le feedback, il se trouve que il ne doit pas forcément être émotionnel, mais il doit y avoir une anticipation de l'impact émotionnel de ce feedback. C'est-à-dire qu'il faut aussi comprendre que dans un feedback, il y a une sorte d'asymétrie de position. Celui qui l'émet, en général, il est dans le cognitif. Il évalue quelque chose de manière un peu objective et il dit bah là, voilà, il y a ça qui va, il y a ça qui va pas, etc. Donc lui, il se met sur un mode cognitif et il ne mesure pas toujours que la personne qui va le recevoir va d'abord se mettre sur un plan émotionnel et relationnel. Qu'est-ce que ça dit de ma relation avec la personne? Est-ce que ça compromet ma relation? Est-ce que ça veut dire que cette personne ne m'aime pas? Est-ce que ça veut dire que cette personne ne m'admire pas? Est-ce qu'elle va d'abord le recevoir de manière affective, au-delà du cognitif. Et donc, si vous voulez, il y a une asymétrie de perception, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir anticiper que cette personne, elle va d'abord le recevoir de manière émotionnelle, elle va d'abord se dire qu'est-ce que ça veut dire de la relation, qu'est-ce qu'il essaye de me dire dans ma relation par rapport à cette personne, est-ce que ça veut dire qu'il est déçu, est-ce que ça veut dire qu'il a perdu l'admiration qu'il a pour moi, est-ce que ça veut dire que ça compromet ma relation, ou est-ce que ça veut dire qu'il utilise ça pour m'abaisser, pour m'humilier, est-ce qu'il essaye de prendre le pouvoir sur moi à travers ça, il essaie d'être condescendant, est-ce qu'il exprime du mépris à travers ça? Il va y avoir toute cette interprétation sur le plan relationnel. Et donc, il faut pouvoir anticiper ça et pour essayer de contrôler les faits. Et donc, c'est pour ça que dans la manière dont je vais formuler le feedback, il faut que je démine tout ça. C'est-à-dire que non, c'est pas j'essaye pas d'être condescendant, j'essaye pas d'être hautain, j'essaye pas de te mépriser, j'essaye pas de te dire que je ne t'admire plus ou que je t'apprécie plus. Il va falloir apporter des gages sur tous ces aspects relationnels et émotionnels pour éviter que la personne ait des émotions négatives qui naissent. Donc, c'est ça qu'il va falloir contrôler. Et donc, alors évidemment, c'est sûr que un feedback aussi, c'est vrai, malgré tout, il peut être porteur d'émotions. C'est-à-dire qu'effectivement, je t'exprime mon admiration quand je te complimente, je te félicite. Il faut évidemment que je vois aussi, par le sourire, par le regard qui brille, que c'est authentique. Parce qu'effectivement, aussi, une des conditions, alors là, c'est aussi les conditions, je dirais, génériques de tout feedback. La première, c'est la sincérité. Donc, il faut d'abord qu'il soit sincère. Mais en fait, derrière tout ça, c'est la condition de base, c'est d'avoir des relations. C'est d'avoir des relations. Et donc, on sous-estime cette partie-là de retravailler le relationnel avec les autres. Si tu ne me connais pas plus que ça et qu'en fait, tu vas me formuler un feedback constructif, mais déjà, moi, je vais avoir du mal à... Je ne te connais pas, donc en fait, je ne sais pas interpréter non plus... peut-être que tu penses ça, mais en fait, non. Toi, tu as l'habitude de t'exprimer de cette façon-là. C'est pas contre moi, c'est pas... Donc, alors, oui, c'est sûr que le frein, en fait, qu'on sous-estime au feedback, à cette culture du feedback, c'est aussi qu'on n'a pas assez travaillé la relation à l'autre. Tu as absolument raison. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a deux types de feedback. Il y a un feedback qui travaille la relation. Donc, c'est les remerciements, les encouragements, les compliments, les consolations, donc tout ce sur quoi on essaie de travailler justement à Coca-Cola, parce que nous, l'idée, c'est surtout de travailler la relation à travers le feedback. Et puis, tu veux travailler, alors évidemment, avec des outils, la performance. Donc, si tu veux travailler la compétence, la performance, etc. Mais on ne peut pas dissocier l'un de l'autre, parce que pour qu'un feedback me donne envie de changer, me donne envie de m'améliorer, il faut qu'il s'inscrive dans une relation et que je sente qu'effectivement, il y a une relation. C'est pour mon bien aussi. Mais que ça vient de quelqu'un qui est bienveillant et qu'il y a une relation qui s'inscrit dans une relation amicale. On n'est pas des machines, ce n'est pas une information, un feedback. C'est un jugement. Et donc, c'est un jugement, ça veut dire que ça vient de quelqu'un. Et donc, tout de suite, ça a des enjeux, il y a des enjeux relationnels. Il y a des enjeux de pouvoir, justement, parce qu'effectivement, ton feedback, ça peut être une manière de manifester ta supériorité. Oui, c'est bien ce que tu fais, voilà. Donc, oui, là, je trouve que tu progresses, etc. Je peux évidemment le voir comme une forme de tu veux prendre l'ascendant sur moi, tu veux te mettre en position haute, c'est toi qui sais, c'est toi qui m'expliques la vie. Donc, tu veux te mettre, tu es pas mon professeur, tu es pas mon père, tu es pas mon mentor. Évidemment, il y a tout ça qui peut se naître en moi. Quand je sens que quelqu'un essaye d'utiliser ça pour avoir un ascendant sur moi, une emprise. Donc, on ne peut pas dénuer le feedback d'une relation. Alors, si c'est un feedback qui vient de quelqu'un que je ne connais pas, très vite, je peux l'interpréter. Je ne vais pas pouvoir l'interpréter à l'aune de la qualité de la relation que j'ai avec cette personne. Ce qui n'est pas vrai pour le feedback positif, par contre.
Et ce qui n'est pas vrai du feedback positif. Oui. Juste, je rebondis, parce qu'on parle de performance, d'évolution. Il y a Gilles, du coup, qui nous demande où est-ce qu'on va aller chercher nos axes de développement, si ce n'est pas à travers le feedback, justement. Alors, pardon, excusez-moi, parce que je lisais, je ne peux pas faire deux choses en même temps, je lisais quelqu'un qui écrivait quelque chose, et en même temps, je lisais juste la question. Alors, j'en étais pas là. Où va-t-on chercher nos axes de développement, si ce n'est pas à travers des feedbacks? Ah bah oui, mais bien, alors, des axes de développement, déjà, on peut en avoir soi-même, hein, parce qu'on est capable de s'auto-évaluer. Et c'est quand même un des... Alors, par exemple, moi, j'ai fait une école de théâtre aux États-Unis. Et alors, tout le travail dans une école professionnelle de théâtre aux États-Unis, c'est d'apprendre à s'auto-évaluer. Parce que, justement, dans la culture américaine, on ne reçoit pas de feedback de ses partenaires, par exemple. Il n'y a que le metteur en scène qui peut en donner, mais il est absolument interdit de donner un quelconque feedback sur la manière dont jouent tes partenaires. En tout cas, moi, c'est dans cette école-là. Le feedback entre pairs, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Parce que justement, on croit toujours que ça va être une possibilité de prendre l'ascendant sur l'autre. Parce que si je t'explique comment tu dois jouer, alors que je suis ton partenaire, bah, ça veut dire que je prends le dessus. Je deviens en gros à la fois ton partenaire, mais aussi ton prof. Mais moi, je peux te demander justement des axes d'amélioration si j'ai justement d'admiration pour toi et que j'ai envie d'avoir le même jeu que toi. Oui, mais enfin, disons que ce qu'on essaye de prévenir, c'est que tu t'arroges un droit à être parce que c'est difficile de jouer avec quelqu'un qui en même temps te juge. Enfin, en tout cas, je prends cet exemple pour dire que ce qu'on nous apprend, c'est à nous auto-évaluer. Et c'est pourtant ce que l'on fait. Idem, quand on fait une audition, on doit pouvoir s'auto-évaluer. Je n'ai pas besoin de savoir que quelqu'un me dise que j'ai fait une bonne audition. Je dois savoir moi-même si j'ai fait une bonne audition et il faut que j'ai les moyens. Et ça, c'est valable pour n'importe quel, je dirais, artisan, pour n'importe quel métier. Chacun est capable d'évaluer la qualité de son travail, ses marges de progression. Il y a un décalage de perception. Parfois, on est beaucoup plus dur d'ailleurs avec soi-même. Alors, on peut être beaucoup plus dur, mais on est généralement plus bon plaisant. On peut ne pas se rendre compte de certaines choses ou Franchement, j'y crois. Moi, par exemple, je donnerai un autre exemple. J'ai travaillé à l'ONU sur les compétences linguistiques. Tu sais très très vite qui a le meilleur anglais, qui a le meilleur espagnol. Tu sais très bien que voilà. C'est sûr que quand tu vérifies les résultats. Bien sûr. Tu as tes collègues. Tu vois bien qu'il y a des collègues qui savent mieux faire telle chose que toi, qui le font plus vite, qui comprennent plus vite, etc. Enfin, je veux dire, on a tous d'abord, et c'est ça, c'est cette autonomie, cet auto-coaching à la fois de soi sur le plan technique, mais sur le plan aussi relationnel et émotionnel, c'est de savoir s'auto-évaluer, savoir que voilà, je sais que j'ai un problème avec la colère, j'ai un problème avec la jalousie, j'ai un problème avec la honte, j'ai un problème. Voilà, c'est de savoir s'auto-évaluer et de ne pas avoir forcément besoin des feedbacks des autres. Alors les feedbacks, ça me donne une autre source d'évaluation, mais d'abord la première source d'évaluation, c'est connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux et l'univers. C'était sur le temple de Delphes. C'est vraiment le principe de la sagesse et de toute philosophie. Il faut d'abord se connaître soi-même, donc s'auto-évaluer. Et je pense que sur le plan technique, chacun est capable de t'évaluer et de savoir à peu près quels sont les collègues qui sont meilleurs qu'eux dans tel et tel domaine. Donc même si on se l'avoue à peine, on sait bien que voilà. Donc il y a d'abord une auto-évaluation et donc je sais bien où sont mes marges de progression. Je vois bien que je dois prendre des cours d'anglais, que je dois prendre des cours sur telle chose, etc. Donc déjà, on a déjà soi-même. C'est pour ça d'ailleurs, comme le disait Richard Branson sur les feedbacks négatifs, il disait chacun sait déjà lui-même qu'il a des insuffisances. Et donc, cette lucidité-là, alors il y a peut-être des gens qui se mentent à eux-mêmes et qui sont de mauvaise foi, mais au fond d'eux-mêmes, ils savent bien où sont leurs marges de progression. Donc ensuite, ça veut dire que le feedback va venir valider, conforter des choses, mais n'est pas la seule source de moteur d'évaluation. Je suis d'abord en toute lucidité, chaque jour, on s'évalue. On voit bien d'ailleurs je vois bien si ça passe avec toi, si ça va pas, ça passe pas avec l'autre, etc. Donc on s'auto-évalue et alors les autres sont une autre source d'évaluation. Donc et le feedback qui va m'aider le plus, qui va m'encourager, qui va me donner confiance en moi, c'est des feedbacks positifs. Et donc c'est pas forcément des feedbacks négatifs qui vont plutôt me saper ma confiance ou me remettre en question. Donc voilà, pour répondre à la question, les feedbacks, les axes de développement, je me les fixe à moi-même en général d'abord. Et puis les autres viennent m'apporter, voilà, peut-être effectivement des éclairages nouveaux, soit me conforter, soit m'aider à changer la hiérarchie des axes de développement en me disant, non, c'est quand même d'abord là-dessus que tu dois travailler, d'accord, ok, mais voilà, enfin, je pense que c'est les deux sources et elles se complètent, mais on est d'abord son propre juge
Et effectivement, comme tu disais, parfois on est trop dur avec soi-même, mais ça veut dire que du coup, on va être perfectionniste, on va vouloir vraiment améliorer. Et alors, il peut arriver qu'on soit complaisant, c'est vrai. Et là, on a besoin peut-être d'une correction par les autres. Mais l'idée, c'est quand même au départ de pouvoir faire sa propre auto-évaluation et justement de pouvoir résister justement aussi à la critique. Ce qui fait qu'aussi le feedback va pouvoir créer de l'indignation. Ça, c'est une autre émotion parce que je vais considérer injuste. Mais non, c'est injuste ce que vous me dites. Et parce que j'ai mon expérience, j'ai mon vécu, je sais que dans d'autres circonstances, j'ai eu d'autres feedbacks qui disaient le contraire. Donc, je vais pouvoir aussi réapprécier et me dire peut-être que ce feedback n'est pas ajusté, il est trop sévère, il est trop injuste. Et donc, Gilles, donc, qui juste répond en disant que ça change effectivement de ses certitudes sur le feedback et qui trouve ça hyper intéressant comme axe. Ouais. Il te remercie. Et Cyril qui, du coup, se demande donc la culture du feedback, ça commence par apprendre à demander et recevoir le feedback. Alors, moi, je dirais, demander, c'est un peu. Alors, justement, ce qu'on essaye de faire, c'est. Parce qu'on parlait des conditions d'abord, c'est la sincérité. Donc, il faut que le feedback soit sincère. Et je dirais, pour qu'il soit sincère, il faut qu'il soit porté par des émotions, et des émotions positives. Et donc, c'est pour ça que l'admiration et la gratitude, ou la compassion, sont des moteurs sincères. C'est-à-dire que je fais waouh par rapport au travail de quelqu'un et j'ai envie de dire bravo, franchement, chapeau. Donc là, j'ai un feedback, je donne un feedback qui justement va être spontané et va venir vraiment du cœur. Il faut que ça parte du cœur, les feedbacks. Pour que ce soit sincère, il faut que ça parte du cœur. Et pour que justement ça soit reçu comme justement sincère, il faut que j'ai l'impression que c'est le cœur qui parle. J'ai été touché. Et effectivement, tu me complimentes parce que vraiment, tu trouves que mon travail, c'est waouh. Ou tu me remercies parce que vraiment, je t'ai vraiment rendu service, je t'ai fait un don et tu as vraiment envie de me remercier. Ou tu me donnes un encouragement parce que tu as vraiment senti que j'en avais besoin, que là, je subissais une situation un peu difficile et ta parole vient au bon moment. Donc là aussi, il y a la sincérité, il y a l'opportunité du feedback, c'est-à-dire que ça arrive au bon moment. Et par exemple, un encouragement ou une consolation, c'est typiquement un retour qui doit venir au moment opportun, où la personne se sent un peu, a mis un genou à terre, se sent, peut-être se sent remis en question ou se pose des questions et va avoir besoin d'être reconfirmé dans ses capacités. Il faut lui redonner un peu confiance en elle-même, il faut lui dire qu'on croit en elle et que, voilà. Et donc, il y a l'opportunité du feedback. Du coup, donc là, on a la sincérité, on a, je trouve aussi, c'est ce qu'on se disait un peu par rapport à la compétence et la relation. Tu sais, créer une culture, on a le sentiment qu'on va souvent évaluer. Enfin, en fait, il y a aussi l'idée que ce soit un don, le feedback. Oui. Donc, c'est pour ça que tu parles de spontanéité et d'authenticité. Oui. Je pense qu'aujourd'hui, quand soit précis aussi, précis et personnel. Quand on dit on cherche à diffuser une culture de feedback et qu'on va mettre un outil, par exemple, de feedback d'amélioration, il y a l'enjeu de ne pas expliquer finalement en quoi il va être connecté avec la performance. Oui, alors là, la difficulté aussi, c'est qu'un feedback, pour moi, et notamment parce que si on veut qu'il crée un impact émotionnel positif, il faut qu'il soit gratuit, il faut qu'il y ait une dimension de gratuité. Si c'est instrumentalisé, et si c'est une vision instrumentale, uniquement je te fais des feedbacks parce qu'il faut que tu t'améliores et il faut que tu t'améliores, voilà, déjà là… Oui, parce que c'est des choses qui peuvent exister. Si tu veux, on cherche à développer une culture du feedback, on fait A plus B, on se dit, bon, du coup, on va mettre ça en place, on vous demande à tous de faire minimum 3 feedbacks par mois. Ouais. Ça peut être… industrialisé de la façon… Oui, alors c'est industrialisé, c'est pour ça. Donc parce que justement, il faut qu'il y ait une dimension de spontanéité, de gratuité et qui vise, et puis évidemment, qui ne néglige pas la dimension relationnelle et la qualité de la relation, qu'il doit tisser. Le feedback doit être une occasion de tisser des liens avec les personnes, des liens d'attachement. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il soit fondé sur l'admiration, la gratitude et la compassion, parce que ce sont les émotions qui attachent les uns aux autres. Et si un feedback procède de ces émotions ou arrive à créer ces émotions, là, on crée de la qualité relationnelle, on améliore les relations entre les personnes. Parce qu'il ne faut pas que le feedback soit, parce qu'il crée des malentendus, soit une source de rancœur, une source d'amertume, et finalement, sape les relations ou attaque les relations. Parce que le feedback que tu m'as donné, c'était sympa, mais… voilà, donc il faut… et puis une vision instrumentale, c'est-à-dire que la performance, elle peut être maximisée par les relations. C'est-à-dire que si tu améliores les relations, tu travailles bien, tu es content de travailler avec des gens, tu as envie de faire du bon travail avec elles et pour elles. Et donc, en fait, c'est par la bande. Je dirais c'est une motivation indirecte
de stimuler ta performance parce que tu veux améliorer la qualité des relations que tu as déjà par ailleurs. C'est-à-dire les relations sont bonnes et tu as envie de les cultiver dans cette bienveillance. Et donc, tu vas faire du bon travail. Donc, le moteur du bon travail, c'est j'ai envie que les gens avec qui je travaille soient satisfaits de mon travail parce que je les aime bien, ils m'aiment bien, on s'aime bien, il y a une bonne ambiance. On a envie de travailler. Évidemment, il ne faut pas que ce soit manipulé, c'est pour ça qu'il faut que ce soit sincère. On n'est pas dans l'instrumentalisation en manipulant les bons sentiments. Il faut que ce soit vraiment sincère. Et à ce moment-là, il faudrait réussir à dépouiller la dimension instrumentale parce que sinon, si c'est du feedback pour du feedback, on est dans un outil qui peut créer une pression. C'est un peu le cas des feedbacks 360. Enfin, je sais que c'est à un moment donné, on nous dit il faut faire un feedback 360. Donc, c'est naturel aussi qu'à un moment donné, il y ait une sorte de copinage et de. Alors, s'il y a ça, évidemment, non, mais de s'appeler, parce que comme tu dis, en fait, moi, si je sais que tu dois me donner un feedback et qu'après, je vais t'en donner un, forcément, on va essayer de s'entendre. Donc, on n'est plus dans une logique spontanée et désintéressée, on est dans une logique intéressée, de calcul, c'est du donnant-donnant. Effectivement, il faut pouvoir éliminer au maximum toute cette dimension qui pourrait être d'instrumentalisation, de manipulation. On va être dans un donnant-donnant, de calcul, et puis alors si c'est attaché à des KPI, et puis c'est attaché à des... Alors là, évidemment, tout ça, c'est une vision instrumentale. Le risque, en fait, c'est pas de se dire, bon, feedback, performance, du coup, quantification, enfin, tout ce qui est d'avoir dès le début, en fait, faire un lien entre feedback et mesure, parce que ce qu'on dit toujours, c'est ce qu'on ne mesure pas, on ne peut pas l'améliorer. Alors qu'en réalité, on est sur la chose la plus relationnelle qui soit. Oui, on est sur du qualitatif. Mais bon, alors, il y a effectivement, quantifier, il y a des choses, à mon avis, qu'il faut. On l'a vu, si tu veux, on a vu regarder un peu ce qu'il y avait comme outil de feedback qui se présentait. On a des notes, des notes sur des compétences. Nécessairement, oui. Alors, du coup, des notes. Tu me donnes combien en communication alors, dès que tu chiffres, donc il y a des notions de supériorité, d'infériorité qui entrent en ligne de compte, de comparaison. Et donc, évidemment, tu peux créer effectivement de l'envie, de l'indignation. Tu vas créer des émotions négatives. Moi, je pense que sur le plan purement émotionnel et relationnel, la quantification est problématique. Parce que en creux, tu vas créer des émotions, négatives. Et on n'en a pas forcément besoin pour justement progresser. Pour avoir envie de progresser, j'ai pas forcément besoin de savoir que j'ai 4,3 sur 5 dans mon écoute, par exemple, pour avoir envie de progresser en écoute. Donc la quantification, déjà, en plus, c'est un peu mythique parce que ça ne veut rien dire, ce chiffre. Toi, tu aurais 4,3, moi, j'aurais 4,2. Après, tu vois, on va te dire, tu vois, je suis meilleur en écoute que toi parce que j'ai 4,3, toi, tu as 4,2. Mais on peut se dire aussi, tiens, super, il y a 30 feedbacks qui ont été faits, donc c'est une réussite. Donc, on est en train de créer une culture du feedback parce que le mois dernier, on était à 12, là, on est à 30. Tu vois, on peut avoir cette approche-là de se dire, tiens, on voit une progression, alors qu'en réalité, peut-être que dans la qualité des messages ou dans l'impact que ça aura eu sur les personnes, un impact négatif de stress, etc., on est en train de détruire un truc. Absolument, tu as raison, parce que effectivement, donc, si tu mets de la pression, tu peux mettre du stress, parce que tu as la hantise de cette évaluation, et puis après, tu as l'effet négatif de cette évaluation qui, en creux, va créer des remises en cause et des remises en question, et va saper la confiance, donc va créer la méfiance, va créer des rancœurs, des amertumes. Il faut pouvoir contrôler l'impact émotionnel et relationnel sur l'ensemble de l'équipe de tous ces feedbacks. Et donc, il faut pouvoir apprendre l'art du feedback dans la délicatesse, dans la bienveillance, déjà. Donc, il y a un enjeu de forme. Oui, il y a un enjeu relationnel. Il y a un enjeu relationnel énorme. Mais tu vois, par exemple, là, on s'est dit, visiblement, un petit feedback, c'est pas feedback d'amélioration, c'est pas la bonne réponse. Après, moi, je vais avoir comme réflexe, comme ce qu'on disait, de former les personnes. C'est une bonne chose, de la formation, de leur expliquer comment on fait un bon feedback pour justement mettre la forme, que ce soit quelque chose de constructif, de positif, etc. Mais on se rend compte que ça ne tient pas dans le temps. J'ai appris ça pendant 2 jours, mais c'est peut-être pas suffisant pour que ça se crée cette fameuse culture. C'est quoi ce qui manque finalement pour développer cette culture du feedback? Mais alors, développer encore une fois, développer cette culture de feedback, c'est soit, il y a deux finalités à cette culture de feedback, c'est soit la performance, soit la cohésion d'équipe. C'est-à-dire, soit tu veux créer de la convivialité, tu veux créer de la cohésion et de l'unité, et il faut justement des paroles valorisantes.
parce que nous on parle plus de paroles valorisantes, il faut que, on a besoin d'avoir des retours des gens avec lesquels on travaille qui nous montrent qu'on compte pour eux, qu'on est important, qu'on a des qualités, qu'on fait partie de l'équipe, qu'on est inclus, pour nous donner un sentiment d'appartenance, il faut que je sois remercié, il faut que je sois complimenté, il faut que je sois encouragé. Donc, nous, c'est plus je dirais, notre axe, c'est de vouloir utiliser le feedback pour améliorer la qualité des relations, de sorte que les gens soient beaucoup plus heureux au travail et soient plus motivés à la fois à performer et à s'améliorer. Après, si tu prends si c'est une vision purement, et pour moi, comme le feedback, c'est un message d'une personne à une autre, c'est d'abord de la relation. C'est pas du fonctionnel et de l'opérationnel. Une culture du feedback qui serait entièrement instrumentalisée pour la performance, à mon avis, elle se déshumanise et elle risque de négliger la dimension relationnelle. Et donc, parce qu'en même temps, là, je pense, tu vois, quand on réfléchit à nos idéaux un peu managériaux, de culture d'entreprise, à la Google, etc., on pense toujours à leurs outils de feedback. Eux, ils ont l'habitude de toujours demander comment j'aurais pu mieux faire, comment tu notes notre prestation. Enfin, tu vois, c'est des exemples de réussite, finalement, qui ressortent le plus souvent. Oui, peut-être. Après, il faut voir que il faut avoir créé le climat pour ça aussi. Tu vois, on discutait de ça pour un autre projet. Il faut créer un climat de confiance aussi. Et ce climat de confiance, c'est d'avoir tissé des liens, des relations de confiance et de bienveillance. Je sais que quand tu me donnes un feedback, tu as une intention bienveillante et tu vas le faire de manière bienveillante. Et donc, il faut avoir créé ce climat de confiance. Et c'est un préalable. Alors après, justement, cette culture va pouvoir l'entretenir ou pas. Mais peut-être qu'effectivement, je suis suffisamment en confiance avec toi pour te demander un feedback. Là, qu'est-ce que tu en penses ? Et sans que je puisse il puisse y avoir de malentendus dans mon interprétation, c'est-à-dire me dire oui, pourquoi elle m'a dit ça et pourquoi elle l'a dit comme ci, etc. Et donc, il y ait des problèmes d'interprétation qui vont créer des émotions négatives. Donc, si tu as réussi à créer ce climat de confiance, à ce moment-là, peut-être qu'effectivement, tu peux je peux demander un feedback à une personne sur telle et telle chose. Ok, donc de toute façon, je pense qu'on est en face sur le constat de départ qui est on a besoin de travailler la relation pour avoir envie d'apprendre des autres, tout simplement, et envie de s'améliorer. C'est important de considérer la finalité. Donc, si c'est que de la performance, en tout cas d'expliquer et avoir conscience de ce que ça peut engendrer. De se dire qu'un bon feedback, c'est un feedback qui est authentique, spontané. Précis, personnalisé. Et effectivement, alors pour rejoindre sur quand même cette instrumentalisation, il ne faut pas qu'un outil de feedback introduise une sorte de flicage où chacun évalue les autres et se donne, chacun devient un peu l'inspecteur des travaux finis de l'autre. Et il ne faut pas que ça soit, parce que ça peut créer une pression et un stress supplémentaire. Et donc, il y a ça aussi à éviter, parce que cette culture du feedback, est-ce que c'est finalement une délégation du feedback managérial qui finalement est démocratisé? Finalement, le feedback, c'est tout le monde qui va te le donner. Alors déjà, il ne faut pas que le manager ait l'impression que lui permet de s'abstenir de faire lui-même ses propres feedbacks, mais il ne faut pas que ça devienne un outil de contrôle, de contrôle de la performance, qui va créer un stress supplémentaire parce que je vais recevoir des feedbacks de plein de gens et du coup, ça va me mettre en stress à devoir atteindre un niveau de performance. Il ne faut pas que ça ait cet effet-là parce que sur la santé mentale, sur mon bien-être au travail, ça va avoir des effets, même sur ma santé physique. Il ne faut pas que ce soit un autre fouet, je dirais, qui s'instaure dans les relations, mais de manière diffuse où finalement tout le monde me donne des feedbacks et donc ça me pousse à devoir courir un peu plus et à devoir maximiser ma performance. Il ne faut pas que j'ai cette vision-là. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une vision de gratuité dans le feedback. Bon, ça se contrôle moins facilement que prévu, du coup, tout ça. Ça se contrôle. C'est moins simple, on va dire. Si on doit donner
une indication phare, c'est plutôt d'investir sur la relation. Oui, investir dans la relation. Au-delà de nos solutions. C'est investir dans la relation, savoir que, la critique, c'est toujours mal perçu. Enfin, personne n'aime être critiqué. Personne n'aime recevoir des critiques. Je pense que c'est important de revenir là-dessus, parce que je trouve quand on a même une RH ou un manager ou un dirigeant qui dit il faut développer la culture du feedback, de se dire qu'au fond, personne n'aime vraiment ça. Mais personne n'aime ça. Surtout quand c'est imposé. Hans Selye, qui est l'inventeur du concept de stress, disait que nous sommes avides d'éloges, mais nous répugnons au blâme et aux remontrances. Évidemment, nous voulons tous recevoir des paroles, parce que quand je te demande un feedback, c'est quand même pour que tu me dises du bien de moi. Et alors, qu'est-ce que tu en penses? Comment tu trouves ça? J'attends que tu me dises c'est bien, c'est super. Et j'appréhende que tu me dises bah c'est pas terrible, etc. Donc c'est possible que tu trouves aussi que ce soit pas terrible. Et j'ai envie que tu me le dises. Alors oui, peut-être, mais c'est pour ça que d'ailleurs, bien souvent, enfin là aussi c'est une question. Dire, oui, c'est super. Oui, c'est pas terrible, etc. C'est moi-même qui vais d'abord me servir un dénigrement de mon travail parce que c'est plus facile de se fouetter soi-même que d'être fouetté par les autres. Enfin, moi, c'est moins douloureux quand c'est moi qui me bats ma culpe. Oui, c'est pas terrible ce que j'ai fait, etc. Je préfère me servir à moi-même qu'on me le serve. Donc, c'est tout. Mais quand même, la parole de l'autre a toujours un impact, parce que même si je te dis, oui, je trouve que c'est pas terrible, et tu me fais, bah ouais, c'est vrai, c'est pas terrible, bah quand même, la deuxième version fait plus mal que la première. Et tu te dis, ah ouais, mince, ouais, quand même, elle le dit aussi, ouais. Et puis donc, là, ça a plus de poids. Donc, je dirais qu'il y a ça. Si on peut essayer de sauver la face des gens au maximum, et d'elles-mêmes qu'elles fassent le propre cheminement en disant ouais c'est vrai c'était peut-être pas si terrible que ça. C'est-à-dire que c'est toujours pour changer, il faut qu'on ait envie de changer, et c'est de soi-même que vient le changement, et donc il faut que j'ai un désir de changer par moi-même, mais c'est que moi-même je me suis convaincu mais oui mais là il faut que je change. C'est pas que les autres me disent il faut que tu changes, parce que tant que ça vient de l'extérieur, ça me semble oppressif, ça me semble contraignant. Et il y a ce phénomène de réactance, on veut essayer de me priver de ma liberté et on me demande de changer, de m'améliorer. Donc, par définition, non, vous me prendrez comme ça et je ne change pas. Donc, il faut que de moi-même, et c'est pour ça que de manière suggestive et indirecte, si j'arrive à te faire prendre conscience qu'il faut que tu t'améliores, et que ça vienne de toi-même, en fait. Parce que c'est là que, oui, non, mais en fait, je veux m'inscrire à un cours, est-ce que tu ne peux pas me payer un cours parce que je me suis rendu compte qu'il faut que j'améliore mon anglais. Ah, c'est mieux que tu me dises, écoute, il faut que tu prennes des cours d'anglais. Donc, c'est-à-dire qu'idéalement, il faudrait que réussir à atteindre les gens de manière suggestive et indirecte pour qu'elles veuillent changer d'elles-mêmes. Et donc sauver la face. Parce que c'est par des questions ouvertes, c'est intéressant. Oui, des questions ouvertes, des questions. Où est-ce que tu aimerais t'améliorer, à ton avis, et quels sont tes axes de progrès, etc. Oui, c'est ça, de réussir de soi-même formuler ces axes c'est toujours mieux et même on s'engagera dans un processus de formation de manière beaucoup plus motivée si c'est moi qui ai décidé de m'améliorer. Moi, je sais, j'ai pris des cours d'espagnol quand j'étais à l'ONU et c'est quand j'ai réalisé qu'il fallait que je m'améliore. Et là, tu es motivé, tu vas au cours, tu travailles parce que tu sens que c'est vraiment un endroit où tu dois progresser et donc là, tu progresses. Et qu'est-ce qui ferait qu'on ait une culture de la sous-performance en fait, puisque derrière, c'est un peu déguisé. Quand je cherche à développer une culture de feedback, c'est parce que je veux que les gens surperforment un peu, oui. j'ai toujours envie. Mais qu'est-ce qui pourrait créer cette réalité d'une culture sous-performante? D'une culture sous-performante? Oui, de personnes qui ne sont pas assez performantes, mais qui sont OK avec ça. Ah, qui sont OK. Alors, sous-performants qui sont OK avec ça, alors là, j'appellerais ça une culture mercenaire. C'est-à-dire, là, c'est des gens qui ont justement une motivation entièrement extrinsèque au travail, qui n'ont plus de motivation intrinsèque au travail, et qui sont là juste parce que ça paye les factures, voilà, et qu'il faut bien gagner sa vie, mais qui sont en mode mercenaire. Donc eux, effectivement, ils ne font ni plus ni moins que le travail qu'ils ont à faire, voire s'ils peuvent en faire un peu moins. C'est mieux, ils partent à 16h58 au lieu de 17h, ou ils commencent à ranger leurs affaires à 16h50, etc. Enfin, voilà. C'est-à-dire que là, si tu me parles de gens sous-performants, il y a d'abord ce côté démotivation. Il n'y a pas de motivation intrinsèque au travail, donc tu as une mentalité de mercenaire. Et là, évidemment, alors ça peut être lié à une absence de culture du feedback, justement, parce que on ne m'a pas remercié pour les efforts que j'ai consentis, on ne m'a pas félicité pour mes progrès, on ne m'a pas félicité pour mes réalisations. Ah bon, puisque c'est comme ça, je ne fais plus rien, ou j'en fais pas plus. Donc c'est une absence de culture de feedback qui… feedback positif.
Du feedback positif, ouais. Du feedback qui valorise tout ce que j'apporte, qui peut amener à sous-performer. Je suis démotivé parce que on me dit jamais que le travail que je fais est bien ou est utile ou sert, etc. Compliment direct. Donc c'est justement, c'est pour ça qu'il faut du feedback positif, parce que c'est ça qui va me motiver à performer et à surperformer. Donc la sous-performance, elle peut venir d'un manager qui n'a pas suffisamment de paroles valorisantes. Est-ce que c'est culturel, ça aussi, cette idée qu'on a besoin d'appuyer sur ce qui va mal, enfin, de dire ce qui va mal pour pouvoir s'améliorer, plutôt que de le présenter par de l'encouragement Oui, il y a une dimension culturelle. En tout cas, en France, c'est vrai. C'est qu'en France, par rapport aux États-Unis, par exemple, on va avoir tendance à insister sur ce qui ne va pas. Donc à te dire, bah voilà, là, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Donc, effectivement, je pense qu'en France, on a un problème. On a une culture du verre à moitié vide qu'un verre à moitié plein. Donc à positiver d'abord tout ce qui peut être positivé. C'est vrai qu'il y a des aspects culturels et que en France, de ce point de vue-là, on n'est pas très doué, que ce soit déjà à l'école, mais après dans notre système éducatif et par rapport effectivement au système nord-américain qui est beaucoup plus porté vers valoriser, mettre en confiance les gens. On croit trop peut-être aux vertus de la punition, aux vertus de la critique, parce que la critique, ça va t'aider à changer. Oui, mais l'éloge aussi, le compliment aussi. Donc, la critique, émotionnellement, ça reste et ça peut créer de la rancœur. Oui, alors déjà, ça peut créer de la rancœur. Ça peut rester. On sait que la parole a un pouvoir d'influence sur les gens. La parole tue, la parole détruit, sape. Il y a des gens qui ont vu leur confiance en eux-mêmes saper parce que ce soit une personne d'autorité, leurs parents, un professeur, un éducateur, un chef, a porté un jugement destructeur sur eux, qui a sapé leur confiance en eux. Donc, il y a des critiques qui peuvent atteindre profondément et remettre en question, et du coup, comment dirais-je ? Donc la critique, c'est clairement pas un moteur de performance. Non, mais pourquoi tous les artistes, les metteurs en scène, les cinéastes, etc. Bien sûr, la critique, ça fait mal. La critique, ça fait mal. Du coup, toi, tu as fait du travail, etc. Et donc, soit tu les lis pas, soit tu sais. Il y a des exemples de gens qui ont arrêté un travail ou un métier ou un art parce qu'on les avait trop critiqués. Si on est trop critiqué, on est remis en question. C'est pour ça que je reprenais toujours un exemple que je connais, c'est celui des comédiens. Par exemple, quand on fait une audition, on ne demande jamais aux gens qu'est-ce qu'ils en ont pensé. Parce que ça pourrait saper, nous remettre en question et après douter de soi, douter de peut-être que je ne suis pas un bon comédien. Si je fais 2-3 auditions et qu'à la fois on me dit, si je vais demander, on me dit, c'était pas terrible. Tu veux dire que le doute, il doit venir de soi-même en fait. Aussi, oui. C'est-à-dire que tu pourrais être très mauvais. Enfin, c'est possible. Aussi. Mais il faut que ce soit un déclic personnel. Il faut que ce soit un déclic personnel. Oui, il faut que ce soit un déclic personnel. Ou, oui, bien sûr, il faut que ce soit un déclic personnel. Il faut qu'à un moment donné, je me dise, finalement, c'est vrai que soit je ne suis pas doué pour soi, soit il faut que je m'améliore. Mais venant de l'extérieur, c'est toujours de toute façon, je dirais, un oukase qui nous tombe dessus et qui peut nous meurtrir. Donc oui, je pense que les vrais jugements sévères, c'est nous-mêmes qui devons les poser. Okay. Et pas à l'extérieur. Je vois le temps qui passe. Ouais. Bon, j'espère que vous avez quand même posé vos questions si vous en aviez pendant le cours de l'échange, parce que c'est vrai qu'on a un peu débordé. Généralement, on essaye de se donner 15 minutes pour partager les questions. N'hésitez pas, de toute manière, même à nous envoyer vos questions en direct ou même de nous demander un rendez-vous pour échanger sur une problématique, parce qu'on le fait avec plaisir. Du coup, c'est aussi l'idée de vous annoncer le thème de la semaine prochaine. On a eu très envie de travailler sur le changement, parce que c'est un thème qui revient très souvent. On nous vient de voir en nous disant on voudrait changer les comportements, on souhaiterait faire en sorte que les collaborateurs se posent ces questions-là très régulièrement. Mais voilà, on a une résistance au changement en face. Comment faire pour transformer les mentalités, les comportements. Donc voilà, on avait envie d'explorer ce thème-là avec vous.
Ce sera donc intitulé « Comment réagir face à la résistance au changement ». Bon, ça sera mieux dit. Je vais l'annoncer donc sur un événement Facebook, LinkedIn, pardon, et bien entendu aussi sur Eventbrite. Si vous avez bien mis vos noms, on pourra vous envoyer ces informations directement par mail. Et on va également s'atteler à faire un récapitulatif dans un article pour que vous puissiez reprendre et partager les notes de ces échanges qui, j'espère, vous ont été intéressants, instructifs et avec lesquels qui vous permettront en tout cas d'améliorer, de faire changer les choses à votre niveau ou du moins. Et alors je redis, je donne une suggestion de lecture, hein, comme je l'ai encore dit, mais Dale Carnegie, si vous voulez vraiment un ouvrage de référence, comment se faire des amis et influencer les autres, c'est un ouvrage de 1937, mais qui n'a pas perdu un iota de sa pertinence et qui, encore aujourd'hui, quand effectivement j'entends des DRH ou des managers parler du feedback, je me dis, mais voilà, c'est un ouvrage qui fixe quand même un cadre et qui vous donnera des principes de jugement, comment exprimer son jugement. Et voilà, c'est une référence. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. On mettra ça, et si on trouve d'autres insights, d'autres sources, on n'hésitera pas à vous les partager. Merci pour votre présence, en plus d'être resté jusqu'au bout, c'est très chouette. Oui. Et à bientôt, du coup. Et n'hésitez pas à nous partager aussi les thèmes que vous souhaitez qu'on aborde pour la prochaine fois. Bonne journée, bonne semaine à tous. Merci d'être resté. Au revoir. Au revoir.